Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 9 mois après un putsch militaire au Mali, la junte militaire fait encore basculer ce pays ouest africain dans un chaos politique doublé d'une crise de sécurité exceptionnelle. Le vice-président colonel Assimi Goïta, leader de putschistes en août 2020, annonce avoir obtenu la démission du président et du premier ministre de la transition au Mali. Les deux personnalités civiles sont placées aux arrêts depuis hier soir, accusées d'avoir violé la charte de la transition. Comment réagit la communauté internationale? Quelle est la situation qui prévaut à Bamako, et ses environs ce soir? Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Un jeune torturé à Baham dans la région de l'Ouest après une interpellation dans des circonstances troubles. Des forces de maintien de l'ordre sont accusées. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce crime crapuleux qui défraie la chronique à Koteng, dans la région du centre, là où le corps d'une adolescente, d'une petite fille a été retrouvé. Elle a été retrouvée morte. Sur son corps, des traces de violences sexuelles et des organes arrachés et sectionnés dans des circonstances ignobles. La famille, sous le choc, exige que la lumière soit faite et que les auteurs de cette barbarie soient identifiés et traduits en justice. D'autres détails avec Charles Melingui et Guy Zogo. Scène d'horreur en Koteng, l'un des arrondissements du département de la Haute-Sanaga. La jeune Francine Nga, âgée de 8 ans, a été retrouvée morte et atrocement mutilée au lieu dit Kangnanga le 19 mai dernier. Son grand-père maternel qui l'hébergeait raconte l'état dans lequel sa dépouille a été retrouvée. L'enfant était nu, complètement couché sur le ventre. Des traces de sang. Donc on a enlevé la mamelle. De ce côté-là, donc, ils ont arraché le cœur. Du côté d'ici, là, ils ont coupé la veine-ci. Donc il y avait une blessure ici, une blessure là, et violée devant et derrière. Pourtant, selon son grand-père, rien ne laissait présager un tel drame. Sa maisonnée, dont ses petites filles, étant affectées à leurs tâches quotidiennes ce jour-là. Quand elle rentre de l'école, juste quand elle se changeait, c'est comme ça qu'elle a pris un bidon pour aller puiser de l'eau. Quand j'arrive à ce point d'eau-là, je regarde si elle est là. Je ne la vois pas. Ça veut dire qu'elle a fait peut-être demi-tour. On constate qu'elle n'est pas là. On demande qu'elle est où, on dit qu'elle est allée puiser de l'eau. C'est là malheureusement que le drame va se nouer avec la disparition de Francine Nga. On a fouillé. Nous sommes passés ici à plusieurs reprises avec tout le voisinage jusqu'à 22h30. On ne fait que fouiller. Au premier abord, on se disait que peut-être qu'en faisant le premier tour avec son premier bidon, en rentrant, aller chercher les autres bidons, elle a pu trouver peut-être que ses camarades ont volé ça. Malgré toutes les battues, rien n'y fera et la dépouille ne sera retrouvée que le lendemain. Je suis parti à la police pour aller réclamer. Mais à ma grande surprise, autour de 9h, on me dit qu'on l'a retrouvée morte à côté de la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Des témoignages du voisinage font état de faits suspects. Une de nos filles qui sarclait en manioc, je raconte que l'enfant est passé avec le premier bidon. Maintenant, elle est rentrée encore chercher. Pendant qu'elle monte avec le deuxième bidon, elle n'a pas mis long, donc le trajet ne lui permettait pas de rentrer aussi vite. Elle lui demande, à peine tu viens de partir là, est-ce que tu es arrivé à la maison? Elle a seulement ri, elle est partie porter le troisième bidon. Comme si au deuxième tour là, on a récupéré le deuxième bidon. Au troisième bidon également, c'est comme ça qu'on l'a amené. La mère de l'enfant morte déplore l'insécurité qui règne dans la Haute-Sanaga. Ça ne va pas. À la Haute-Sanaga, c'est grave. Il y a les crimes et les crimes et les crimes jour et nuit. Vous croisez des gens que vous ne reconnaissez même pas.
ils sont là influents. Quand tu le vois, tu as même peur de lui fixer dans les yeux. Parce que de peur qu'il va te demander pourquoi est-ce que tu me fixes. Parce qu'ils sont comme ça, quand tu le regardes, ils te menacent même. Qu'on les arrête et que justice soit faite. Parce que ce qu'on fait à ma fille, je ne pouvais pas imaginer qu'un truc comme ça, mon enfant pouvait subir une telle chose. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame et retrouver les auteurs de ce qui apparaît pour tous comme un crime crapuleux. Évoquons à présent cette nouvelle qui a également suscité la consternation au-delà de Baham dans la région de l'Ouest. Ce sont des actes de torture et arrestation arbitraire d'un jeune à la brigade de gendarmerie de Baham qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. S'agissait-il d'une manipulation ou alors des faits avéré d'un jeune torturé durant son arrestation et son séjour dans cette brigade de gendarmerie? Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse avec Robert Kenyé et Vivien Tonfa qui ont mené leur enquête à Baham. Couché sur ce lit, à l'hôpital Alucham de Banjoun, Théodore Bobdanoumo est sous soin. Son histoire a affolé la toile il y a quelques jours. Que s'est-il passé? J'ai été menotté, passé dans 5 minutes une barre de fer de 1,5 m, soulevé et déposé sur 2 chaises à table et les pieds croisés au-dessus, les fesses affichées. C'est comme ça qu'on me fouettait sans que je ne bouge, comme zéro position. Bon, ils m'ont dit qu'il y avait un gendarme parmi eux qui s'appelait le boucher. Parce que c'était une équipe de gendarmes au nombre de 5, que n'importe qui avait son nom. Rendu à la brigade de gendarmerie de Baham, le chef de cette unité s'est abstenu de toute déclaration devant notre caméra, sans l'aval préalable de sa hiérarchie. Cependant, les informations obtenues ici sous Cap présentent Théodore Bobdanoumo comme un redoutable dealer connu au lieu dit Colombie, une localité à cheval entre le village Kenga Banjoun dans le Kunki et le groupement Bawang dans les hauts plateaux, sous le pseudonyme de Pablo Escobar, alias Rasta. Les mêmes sources renseignent qu'il a quitté la prison centrale de Bafoussam le 19 mai 2020, après avoir été condamné pour des faits de production, trafic et consommation de stupéfiants. Il est accusé de faire partie de ceux qui, le 9 mai 2021, ont copieusement molesté et dépouillé de leurs menottes et d'une somme d'argent 2 gendarmes civils envoyés pour une opération à Colombie. Des accusations que ce jeune de 35 ans refute en bloc. La gendarmerie de Baham n'ont même pas la crainte de Dieu parce qu'ils mentent tellement. Ils sont partis mentir au procureur de Bafoussam qui m'ont arrêté avec des colis de cannabis. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est eux qui savent là où ils sont sortis avec ces colis de cannabis. Bon, ils sont venus au quartier en civil. Ils sont quittés Baham, venus à Banjoun en civil pour arrêter soi-disant une personne. Bon, et puis le quartier ne les ont pas je sais pas, ils n'étaient pas en tenue, ils n'étaient pas identifiés. Et puis le quartier voulait savoir les qui sont pour quitter Baham, venir à Banjoun, prendre une personne en bastonnant avec les machettes comme ça. C'est là où ils disent qu'ils sont des gendarmeries de Baham. Et suite sur quoi ils ne veulent pas se présenter, le quartier est tombé sur eux, commencé à les massacrer et ils ont perdu leurs outils là-bas. Moi, mon seul problème, c'est que j'ai ramassé ces outils pour aller voir mon chef de quartier. Pendant sa période de garde à vue, Théodore a été castré et soutient que cela est la conséquence de violences sévices corporelles qu'il a subies des gendarmes. À la brigade de gendarmerie de Baham, l'on apprend que ce jeune, au moment de son interpellation, souffrait d'une hernie chronique dont la complication pendant la garde à vue a poussé le commandant à financer l'opération à plus de 100 000 francs CFA pour lui sauver d'abord la vie. Cette version est appuyée par un carnet médical que nous avons consulté. Sauf que la famille de Théodore reste formelle. J'attendais de lui mes petits-fils. On m'a dit qu'on a retiré ses testicules. Je ne sais plus quoi dire. J'ai porté tout ça, j'ai donné au Seigneur. Je suis bien fatiguée, je suis maladive. On voit ma situation. On sait comment faire de moi. Contacté, le médecin-chef, directeur de l'hôpital de district de Baham, qui a reçu ce patient objet de controverse, n'a pas souhaité éclairer l'opinion sur l'état dans lequel il est arrivé à l'hôpital. Alors,
Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu effectivement un patient de ce nom qui a été pris en charge dans nos murs, c'est-à-dire à l'hôpital. En dehors de ça, je peux rien vous dire. Les enquêtes ouvertes par le ministère de la Défense et le secrétariat d'État à la Défense permettront sans doute d'établir les responsabilités dans cette affaire qui continue d'alimenter les polémiques. La cité capitale dispose des infrastructures routières qui sont de plus en plus dégradées entre le marché du 8e et le lieu dit Mbonkolo. Le tronçon est en piteux état. Commerçants, clients et autres usagers déplorent de nombreux désagréments liés à cet enclavement. Joël Essengue et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. Le marché du 8e à Yaoundé, dans le 2e arrondissement de la capitale, l'un des plus importants, ne paye pas de mine. La route y est coupée, comme vous pouvez le constater, depuis plusieurs années. En cause, ce pont derrière nous, qui a certes été aménagé, mais dont les aménagements définitifs tardent à intervenir. Ici, les commerçants se plaignent d'un certain nombre de désagréments qui impactent leurs activités. La route ne passe pas et ça bloque totalement notre activité. Nos clients se déportent d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'accès. La route est presque coupée. Lorsqu'il pleut même, c'est très impossible. C'est pendant la saison sèche que les gens essaient de forcer pour rentrer dans le marché. Avec cet état, on ne s'en sort pas. Le marché du 8e ressemble donc à une véritable pétaudière en saison de pluie, avec une crasse indescriptible dans laquelle commerçants et clients se marchent littéralement dessus. Le pont offrant lui une vue d'horreur. Vraiment, on est dépassé. Ça fait 8 ans qu'on a arrangé le pont là. Ils ont demandé qu'ils vont venir vers ne serait-ce que la latérite pour que les clients puissent passer. Les commerçants indiquent également qu'ils payent pourtant les impôts, mais la mairie leur a indiqué que c'est le super-maire qui devrait se charger de ce dossier. Lequel super-maire s'est déjà rendu ici, sur ces lieux, selon les explications qu'on nous a données 2 fois. La mairie a fait les descentes ici. Le maire a dit que ce n'est pas lui qui était compétent pour arranger le pont. Mais sinon que le pont avait déjà été bien construit en bas, il manque d'arranger la route, de rembler bien et faire passer la route. Le maire a promis qu'il devait venir verser la terre. Il a même demandé notre soutien. On l'a fait. Ça fait déjà presque 2 ans. Rien n'a été fait. L'endroit là, nous on paye les impôts. Et vous-même regardez au cœur à combien de mètres de parler de congrès, à combien de mètres de parler de tout dire. Le super-maire lui-même, vous-même vous êtes là, vous allez garer où? Il n'y a pas plat pour garer. Vous êtes obligé de tirer la boue. Le commissariat non plus, situé un peu plus haut, ne peut rien faire alors que les bandits pullulent dans cette zone où les activités commerciales sont de plus en plus mises en berne au profit du marché de Mvorada. Regardez le commissariat, personne ne peut intervenir parce que les voitures ne circulent pas. C'est comme ça que les voleurs passent. Pour qu'un policier quitte de là, il va passer où? Et c'est comme ça qu'on fait la saleté en route. Vraiment, nous sommes dans un autre monde. Nous ne sommes pas au marché. L'espoir des commerçants du marché du 8e réside dans l'attente d'une action décisive des pouvoirs publics pour donner enfin un visage plus attractif à ce marché. On demande à l'État de voir l'état des commerçants du 8e. Nous payons les impôts, nous payons les taxes, mais nous sommes dépourvus, abandonnés à nous-mêmes. Regardez vous-même. Au marché du 8e, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo. Et dans la région du littoral, seuls 6 000 nouveaux inscrits sur la liste électorale ont été enregistrés depuis janvier 2021. Environ 3 000 nouveaux inscrits, pour être plus précis, 3 000 nouveaux inscrits sur le fichier électoral en 6 mois dans la région du littoral. Le pointage a été fait lors de la rencontre entre les membres du conseil électoral, les partis politiques. Ils ont évalué le travail de terrain effectué depuis le 2 janvier 2021 dans les 4 départements, le Vouri, le Mungo, le Kam et la Sanaga maritime. Les partis de l'opposition et le parti au pouvoir ont déploré le manque de moyens devant permettre un déploiement optimal des équipes de l'ECAM sur le terrain. Et à la délégation régionale de l'ECAM pour le littoral, le professeur Pierre Titi Noël
membre du conseil électoral, a échangé avec quelques leaders politiques sur la nécessité de sensibiliser leurs militants et sympathisants ainsi que les populations en âge de voter afin que ceux-ci s'inscrivent sur les listes électorales en dépit d'un code et d'un système sur le plan électoral qui ne fait pas encore l'unanimité. Je vous invite à présent à suivre une attitude de Pierre Titinoël, membre du conseil électoral, et quelques leaders politiques présents à cette rencontre entre ELECAM et les différents partis politiques installés dans la région du littoral. L'OUA a placé la culture au cœur de son agenda. Cette option procède de la conviction qu'avaient nos leaders en ce que l'unité de l'Afrique trouve son fondement dans son histoire et que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les peuples. Deuxièmement, plutôt le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures s'exprimant à l'occasion de la journée de l'Afrique célébrée dans ce département ministériel, invoquant les valeurs communes chères au continent africain. Le MRC s'exprime sur le scandale financier à la suite de la publication du rapport d'étape de la Chambre des comptes examinant les fonds Covid-19. Dans un communiqué rendu public, le MRC exige que tous les responsables gouvernementaux et administratifs mis en cause dans le scandale de la gestion des fonds Covid soient déchargés de leurs fonctions afin de répondre à leurs actes devant la justice et d'éviter des manipulations éventuelles d'éléments de preuve. Selon un communiqué du parti de Maurice Kamto, toutes les institutions étatiques chargées du contrôle de la gestion de la fortune publique doivent être dotées du pouvoir de saisine de la justice en cas d'irrégularité mise en évidence par leur contrôle. Évoquons à présent la situation au Mali. Que s'est-il passé durant la soirée de lundi, juste après l'annonce, juste au moment où il y avait une annonce de nouveau gouvernement, le président de la transition et son premier ministre ont été arrêtés et conduits manu militari dans un camp militaire à Bamako, au Mali. On fait le point sur la situation dans ce pays avec Gladys Sidié. Le colonel Assimi Goïta, vice-président du Mali, a annoncé dans la journée du 25 mai avoir démis le président de la transition et son premier ministre de leurs prérogatives. Il les accuse d'avoir enfreint la charte de la transition. Selon lui, ils n'ont pas réussi à gagner la confiance des partenaires sociaux et d'être responsables de la grève illimitée actuellement en cours au Mali. Communiqué du vice-président de la transition. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national, prenant en compte des grèves et manifestations de divers acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Ouane s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Badao et Mokhtar Ouane avaient été enlevés après la lecture à la télévision nationale de la liste du nouveau gouvernement, avec l'absence très remarquée de deux colonels, Sadio Kamara et Modibo Kone, anciens ministres de la Défense et de la Sécurité et proches de la jeune. Le colonel et vice-président Assimi Goïta assure donc avoir été contraints de placer le président et le premier ministre hors de leurs prérogatives. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État selon plusieurs observateurs, même si la communauté internationale évite jusqu'ici le terme, préférant parler d'un coup de force. Des réactions se sont multipliées à travers le monde pour condamner l'initiative des militaires. Dans un communiqué conjoint Union africaine et CEDEAO, on dénonce un acte d'une gravité extrême tout en appelant à privilégier l'esprit de dialogue pour régler les conflits autour de la mise en place du gouvernement. L'Union européenne, les États-Unis, la France ont aussi réagi, indiquant que la communauté internationale rejette tout acte imposé par la contrainte, y compris des démissions forcées.
Assimi Goïta, de son côté, assure que les élections auront bel et bien lieu courant 2022. Il apporte aussi des garanties sur le maintien de la transition. Au regard de ces derniers événements, les grandes instances africaines sont de retour au chevet du Mali, avec notamment une mission de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan. C'est donc le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, leader des putschistes en août 2020, qui annonce qu'il a fait démissionner le président de la transition et le premier ministre des personnalités civiles arrêtés hier soir et conduits dans un camp militaire. Et ce mardi soir, c'est l'un de ses conseillers qui s'est exprimé à la télévision publique malienne afin de donner les raisons de ce nouveau putsch. Il fait savoir que le président de la transition au Mali et son premier ministre ont violé la charte de la transition malienne. Je vous invite à écouter le conseiller du vice-président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. C'est son conseiller qui s'exprime dans cet extrait. Communiqué du vice-président de la transition. Suite à une crise de plusieurs mois au plan national, prenant en compte des grèves et manifestations de divers acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Ouane s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Dans la foulée et de façon unilatérale, le président de la transition a accepté la démission du gouvernement et reconduit aussitôt le Premier ministre avec pour mandat d'aller à la formation d'un nouveau gouvernement. La conséquence a été une consternation générale marquée par la persistance des grèves de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, dont l'issue est finalement une grève illimitée. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie pour l'économie malienne et partant la garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Vous venez de suivre le conseiller spécial du vice-président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, qui annonce avoir démis de ses fonctions le président de la transition au Mali et le premier ministre, deux personnalités civiles accusées par la junte militaire d'avoir violé la charte de la transition au Mali. Et toujours en Afrique de l'Ouest, c'est un geste hautement symbolique posé par le chef de l'État sénégalais, un mois après le décès en exil de Germaine Aïdjo, ex-première dame du Cameroun, inhumée
aux côtés de son défunt époux à Dakar, Macky Sall s'est rendu hier soir en personne à la résidence du premier président de la République du Cameroun, résidence située à Dakar, dans le quartier des Amaldi, pour y présenter ses condoléances à la famille suite au décès il y a un mois de l'ex-première dame du Cameroun, Madame Germaine Abiba Ahidjo, pour laquelle il éprouvait un attachement quasi filial selon la presse sénégalaise. Il entretenait avec la défunte des liens très forts, veillant sur elle avec une attention soutenue, fait savoir la presse sénégalaise, vous le voyez en image, accompagne ses collaborateurs. Il a tenu à présenter ses condoléances aux enfants et petits-enfants du couple présidentiel. Selon ses proches collaborateurs, Macky Sall a mis encore plus de moyens pour veiller à la prise en charge de la famille du premier président de la République du Cameroun. Le chef de l'État sénégalais s'inscrit ainsi dans la droite ligne de ses prédécesseurs ayant accordé l'asile au défunt Amadou Ahidjo. Et pour la presse sénégalaise, il a toujours été dans une posture de fils de Germaine Ahidjo, avec une affection doublée d'une amitié singulière qu'il a rappelée lors de sa profonde conversation avec les enfants à qui il a renouvelé sa fraternelle prévénence. Suite à leur retrait volontaire du pouvoir en 1983, le couple présidentiel avait quitté le Cameroun pour s'établir au Sénégal, où ils ont bénéficié d'une grande hospitalité due à leur rang et l'amitié qui les liait au premier président du Sénégal, note la presse dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et en zone CEMAC, vous le savez, depuis l'année dernière, une table ronde des donateurs s'est tenue pour le financement de 12 projets intégrateurs. Aux dernières nouvelles, 2 projets ont déjà démarré. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, des projets qui visent à accélérer l'intégration économique. D'autres projets font l'objet d'une étude visant à les transformer et à les mettre en œuvre dans le cadre des partenariats publics-privés. D'autres précisions avec Innocent Abega et Xavier Foka. Voilà, et au peuple camerounais. Sur les 12 projets prioritaires sélectionnés par le COPIL du PREF CEMAC lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC tenue à Yaoundé en novembre 2019 et présentée à Paris en novembre 2020 pour financement des projets intégrateurs de la sous-région, 2 ont déjà démarré. C'est le projet de l'université Congo-Cameroun. Du côté du Cameroun, le campus est pratiquement construit. Il faut équiper. Et il y a déjà une institution internationale qui va donner un don pour l'équipement des 2 campus. Mais comme celui de Ouesso n'est pas encore construit, on va commencer par équiper le campus de Sangbelima. Il y a ensuite le projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad. Ce projet, la réunion même de lancement a déjà eu lieu. Il reste l'accomplissement de 2 formalités pour que les travaux démarrent sur le terrain. La mise en œuvre des 2 autres projets, à savoir celui de construction d'un pont sur le fleuve Ntem qui inclut les raccordements routiers et celui de construction de la voie express Loba-Bekampo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, est imminente. Il faut que ces 2 projets puissent démarrer dans ce semestre. Et pour qu'ils puissent démarrer, il ne reste que quelques formalités. Et dès que la mission ira sur le terrain, mission de la BAD, mission de la BDAC, comme vous le savez, il faut que ces documents passent au conseil d'administration de ces institutions. Et si les conseils d'administration, comme c'est prévu en septembre et en décembre, se prononcent, donc l'année prochaine, le processus d'instruction sera fini et on passera à la phase de décaissement. 3 des projets intégrateurs, encore en attente, ont besoin de restructuration avant leur mise en œuvre. Il y a des projets qui doivent être restructurés en PPP et montés pour être exploités sur le mode BOT, Build, Operate and Transfer. L'avantage, c'est plus de rigueur dans le montage financier. L'avantage, c'est que ça n'alourdit pas la dette des États, puisque c'est un développeur qui vient faire le projet, qui exploite pendant des années et qui le rétrocède à l'État. Il s'agit tout d'abord
du projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées au Cameroun, au Congo, au Gabon et à la République centrafricaine. Ensuite, celui de construction du port sec de Beloko sur le corridor Douala-Bangui et enfin, le projet de construction du port sec de Dolissi au Congo sur le corridor Gabon-Congo. Les États membres s'activent sur le montage financier de ces projets qui se fera sous forme de partenariat public-privé afin que les travaux débutent au plus tard dans 2 ans. Les États membres de la CEMAC fixent pour 2025 la mise en œuvre des 5 autres projets intégrateurs. Et une nouvelle qui nous parvient à l'instant, un grave accident de la circulation est survenu sur la falaise de Tchang. L'on note que le bilan est lourd. Nous y reviendrons après plus ample d'informations. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Rotou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Assimi Koïta, l'homme de août 2020, annonce avoir démis de leurs fonctions le président et le premier ministre de la transition au Mali. Ce colonel, vice-président de la transition, les accuse d'avoir violé la charte de la transition. Vous avez suivi son conseiller spécial se plaindre de ce que la mise en place d'un nouveau gouvernement n'a pas été négociée avec les militaires qui constitue également ce pouvoir de transition. Il déplore également de nombreux actes d'incompétence selon les militaires qui favorisent des multiples crises sociales et politiques au Mali. Et de ce fait, au regard de cette violation selon lui de la charte de transition, il a décidé de démettre de ses fonctions le président et son premier ministre. Mais cette décision n'a pas reçu l'assentiment de la communauté internationale qui dénonce un putsch militaire et appelle au respect de l'ordre constitutionnel et un retour à leurs différentes fonctions du président de la transition et du premier ministre au Mali, 2 civils qui sont placés en détention dans un camp militaire depuis hier soir. C'est Jalan. Voilà, on va terminer par cette nouvelle qui nous vient du Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall au chevet de la famille Ahidjo. Macky Sall s'est rendu en personne à la résidence de la famille Ahidjo afin de présenter, vous l'avez vu, ses condoléances aux enfants et petits-enfants du couple présidentiel décédé en exil. La dernière, c'était Germaine Ahidjo, décédée il y a près de mois et inhumée aux côtés de son époux au Sénégal. La presse sénégalaise a tenu à rappeler qu'elle entretenait avec le président Macky Sall des liens filiaux. Pratiquement, le président Macky Sall était comme un fils pour l'ex-première dame du Cameroun, et ses collaborateurs ont rappelé à ses enfants qu'il a mis plus de moyens que ses prédécesseurs pour veiller à la prise en charge de la famille du président camerounais qui est encore du côté du Sénégal. Une visite qui a ému les enfants et petits-enfants d'Amadou Ahidjo et de Germaine Ahidjo. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une